inscrit ce que le philosophe français Alain Badiou appelle les pensées fascinantes de la modernité. Autrement dit, l'art est devenu un des enjeux de la production culturelle mondiale. Sous ce rapport, il devient un lieu privilégié de la réflexion philosophique. Ainsi, on appelle esthétique l'ensemble des réflexions que la philosophie produit dans le domaine de l'art. Ces réflexions se rapportent à la fois à la signification de l'œuvre d'art, aux fonctions sociales ou humaines de l'art, ainsi qu'aux conditions de la création de l'œuvre, c'est-à-dire au rapport entre l'artiste et son œuvre. En effet, depuis l'Antiquité, avec Aristote notamment, différentes conceptions de l'art se sont succédées dans le temps. Selon Aristote, l'art est la disposition de l'homme de produire avec raison des œuvres de beauté. Cette conception aristotélicienne range l'art comme pratique dans la mimésie. C'est la référence à un modèle que la nature offre à l'homme. Autrement dit, l'artiste, selon Aristote, doit imiter la réalité, être un singe de nature. En un mot, l'œuvre d'art est une création seconde sur le modèle de la création divine. C'est pourquoi dans son ouvrage intitulé L'art poétique, Aristote définit l'ensemble des règles que l'artiste doit observer pour la création des œuvres de beauté. Ainsi, pendant l'Antiquité, on rapporte l'exemple de cet artiste qui a peint un jardin avec ses différents arbres fruitiers. Il semble que l'imitation était si parfaite que des oiseaux sont venus dans le tableau croyant avoir affaire à de véritables fruits. Voilà ce qu'on appelle l'effet de l'aliénation de l'art. Mais avec Hegel au XIXe siècle, on assiste à un dépassement de la conception mimétique d'Aristote, d'une lutte de l'esprit humain contre la nature. Selon Hegel, l'homme n'étant pas satisfait de la nature a cherché à lui substituer les beautés supérieures. Autrement dit, il considère que l'œuvre d'art est supérieure à la nature. Par l'art, l'homme s'arrache de la nature par le mouvement de l'esprit qui monte vers sa perfection et son unité. Pour Hegel, l'homme traduit à travers l'art la part divine qui réside en lui. En un mot, l'artiste est celui qui est inspiré par Dieu. Cette conception idéaliste de l'art sera fortement contestée par Karl Marx. Dans son ouvrage intitulé La philosophie allemande, il notait ceci: c'est après avoir satisfait à ses besoins génétiques, le manger, le boire et le vêtir, que l'homme se tourne vers la création d'œuvres d'art. Autrement dit, pour le philosophe matérialiste, l'art n'est qu'une simple évasion, une recherche de loisirs et de délassement. En un mot, l'art pour les matérialistes est une fuite dans l'imaginaire où l'homme se désengage de ses responsabilités historiques. Ainsi, pour les marxistes, l'art est un désœuvrement. Par ailleurs, l'art selon Freud prend une autre signification différente de celle prônée par Karl Marx. La conception psychanalytique est une violente contestation de la thèse marxiste. Selon Sigmund Freud, l'art est le produit d'une sublimation qui permet à l'homme de donner un exutoire aux mythes obsédants qui l'habitent. Ces mythes représentent ses différentes obsessions, angoisses et attentes qui naissent de son rapport avec la vie. Au-delà des rêves, l'homme a la possibilité de se transfigurer à travers la production d'œuvres d'art. Ce qui pousse Léopold Sédar Senghor à déclarer: l'art est un accouchement dans la douleur et l'artiste une femme en Jésus. De tous ces constats, il nous faut réévaluer l'œuvre d'art à travers leurs conditions de création, leur inscription dans l'histoire et le rapport à l'artiste. Maintenant, concernant les conditions de naissance de l'œuvre d'art,
La question essentielle qui présuppose la naissance de l'œuvre d'art pourrait être formulée ainsi. Pourquoi, au moment où sa vie est traversée par des contradictions multiples, l'homme se tourne-t-il vers la création d'œuvres d'art qui sont par essence de pure virtualité, des jeux de fiction vides d'être? Mieux encore, quel besoin éprouve l'homme pour créer, consacrer son génie et son temps à des œuvres désintéressées et qui, a priori, ne se rapportent à aucune utilité? Pourtant, depuis les origines, l'homme est devenu un artiste, un rêveur. Donc pouvons-nous dire que l'art constitue une autre dimension de la nature humaine? Selon Emmanuel Kant, le besoin que l'homme recherche dans une œuvre d'art ne remplit aucune utilité sociale, mais il traduit le besoin fondamental de liberté chez l'homme. Il dira: jamais autant que dans l'activité artistique, l'homme ne s'est senti aussi libre en s'arrachant de la société. En un mot, l'art transfigure le créateur et porte l'amateur dans un autre univers par le rapport de la contemplation. Ce point de vue est conforté par Freud, qui considère que dans le travail de l'artiste, la production des figures et des formes n'est que le travail de l'inconscient. Cette réalité souterraine démontre-moi que la société refuse et dont elle interdit l'expression. Cette sublimation est en réalité une exposition, c'est-à-dire une révélation de notre intériorité. Dans cette révélation, il y a comme un besoin de communication lorsqu'on sait qu'il est de la nature de l'homme de vivre ensemble avec les autres. Par voie de conséquence, l'art traduit l'essence de l'homme dans ce qu'elle a de plus élevé. Léopold Sédar Senghor considérait que l'art négro-africain cristallise en réalité toute une philosophie, toute la vision du monde africain. Pour lui, l'art africain a besoin, pour vivre, de communier avec les forces de la terre qui sont les véritables dieux du monde noir. Dans son poème intitulé Prière au masque, il affirme, j'ouvre les guillemets: nous sommes les noirs de la danse dont les pieds prennent vigueur en frappant le sol dur. Je ferme les guillemets. C'est pourquoi Senghor considère l'art africain comme un art religieux par excellence. En définitive, l'art n'est pas un simple jeu d'imitation. Il est un besoin de révélation des profondeurs de l'être. Comme si à travers ce parcours, l'homme cherchait à remonter le cours du temps pour retrouver le paradis perdu, le monde merveilleux des premiers commencements. La quête du mythe des origines a constitué une thématique générale de l'art, notamment dans la poésie romantique, où le poète cherche toujours à recréer l'univers de son enfance. Ce thème retrouvé aux sources entretient un parallélisme avec celui du voyage, de la fuite ou de l'élévation. Le musicien Youssou N'Dour nous a donné une parfaite illustration sur son tube intitulé Dem Dem. À travers ce thème, il y a un impératif de libération et de liberté que réclame l'artiste, qui postule un monde de paix et de bonheur. Maintenant, concernant les fonctions de l'art. Plus que le passé, l'art inscrit différentes fonctions dans la modernité, dans le lot des connaissances fascinantes. En effet, la complexité de nos sociétés a rendu l'art beaucoup plus complexe, tant dans son élaboration que dans son interprétation. Il est convenu de classer les productions artistiques en deux catégories principales, les beaux-arts et les arts sociaux. Mais dans un cas comme dans l'autre, il est possible d'énumérer les principales fonctions liées à l'activité artistique. Tout d'abord, on a la fonction religieuse de l'art. Les cérémonies religieuses sont souvent l'occasion d'intégration d'objets et de figures considérées comme sacrées dans le déroulement des cultes. Ces objets sont souvent appelés icônes. Dans notre religion chrétienne, la croix, l'ostentatoire, les figurines du Christ sont considérées comme des objets sacrés. Dans la religion
musulmane, certes, il n'existe pas de production artistique, mais il y a certaines calligraphies de versets que l'on accroche dans les salons. Et certaines photos de saints. Ces objets auxquels on peut ajouter les masques traditionnels et les statuettes sont considérés comme des médiateurs, c'est-à-dire des moyens qui nous mettent en relation avec le divin. On a aussi les fonctions thérapeutiques de l'art. En jouant sur le psychisme de certains malades, l'art parvient à les guérir en les débarrassant de leurs obsessions. Il constitue à ce niveau un facteur de stabilisation intérieure, en ce que toute œuvre a une dimension spirituelle. C'est pourquoi dans certains grands hôpitaux on conserve un patrimoine artistique pour la contemplation des malades. C'est ce que Aristote appelait la fonction cathartique. Le catharisme est comme un bain spirituel qui purifie l'âme en la débarrassant de ses angoisses et de ses peurs, voire même de ses complexes. Il admet ainsi des séances de chant et de danse organisées en l'honneur des malades mentaux. À cette occasion, les malades deviennent des spectateurs et parfois même des acteurs. Il se passe ainsi un défoulement qui permet aux malades de prendre un nouveau souffle. On a aussi les fonctions communicationnelles de l'art. De nos jours, beaucoup d'entreprises et de firmes font appel à l'œuvre d'un artiste pour concevoir des plaques publicitaires ou des logos qui communiquent les spécialités ou les qualités de ces entreprises. Nous allons terminer avec les fonctions culturelles de l'art. L'art est d'abord une expression de la culture. Ainsi le définissait Léopold Sédar Senghor dans le concept de la négritude. En effet, l'œuvre d'art traduit des valeurs, des croyances et des visions propres à une culture donnée. Ainsi on parle de l'art négro-africain, précisément de l'art nègre. Bref, en résumé, c'était ce qu'il fallait connaître sur l'esthétique, sur l'art en question.